Cette semaine d'hors-série, nous allons remonter le temps et partir à la découverte du W3, un ancien QG allemand composé de dizaines de bunkers construits dans le secteur de Montoire entre juin 1942 et août 1943. Un ensemble inachevé qui aura finalement peu servi, un pan de l'histoire locale que les bénévoles de l'association Historius partagent volontiers avec les visiteurs. Alors ici, nous sommes à Cherchenois, devant le blocos de prétendu Hitler, pour lui, qui était prévu pour lui. Et à Cherchenois, tout ce hameau avait été vidé de ses habitants par les Allemands. Ici, il y avait sur 7 communes des blocos d'établis. Là, on est dans le plus gros blocos, c'était Hitler, les généraux, etc. Hein, la transmission, l'électricité. Et après, dans toutes les autres campagnes, ça va être que la DCA, défense contre avion, et puis également des troupes qui vont être là pour empêcher de pénétrer par ici. Ici, en 1940, il y avait une ferme. Il y avait 2 corps de bâtiments. On va détruire cette ferme pour construire le blocos dit pour Hitler. Parce qu'il fallait quand même un blocos pour Hitler. C'était pas très loin du tunnel, donc il pouvait garer son train là et il avait le temps de venir se mettre à l'abri. Tous les murs font entre 3 et 4 mètres d'épaisseur. Il y a ici 3200 mètres cubes de béton. Alors ce sera des réquisitionnés, ce sera des volontaires. Ça, je n'en ai pas trouvé beaucoup. Ce sera aussi des prisonniers. Il y aura aussi des prisonniers de guerre qui vont venir travailler. Donc il y aura un petit peu de tout qui seront là pour faire les travaux. Et là, nous allons pénétrer dans un sas. Vous voyez que les portes ont été enlevées, il y avait des grosses portes. Et nous sommes dans un sas parce que les Allemands s'étaient rappelés qu'en 14-18, il y avait beaucoup de gaz. Et donc, il fallait épurer ces gaz avant qu'ils rentrent dans le blocos. Donc là, il y avait de la ventilation qui épurait et renouvelait l'air. Et après seulement, on pénétrait dans le blocos. Là, dans cette partie-là, c'est toute la partie destinée à Hitler, sa chambre et sa salle de bain. Et au mur, lorsqu'il coulait le béton, il mettait des tasseaux de bois de façon à pouvoir par la suite mettre du lambris. Et pour Hitler, il fallait mettre du lambris qui soit non traité. Il détestait qu'on traite le lambris. Il n'est jamais venu ici, par contre, la moitié de ces quartiers généraux n'y a pas mis les pieds. Et là, nous allons vers sa salle de bain. Donc là, vous aviez la baignoire, vous aviez le lavabo et les toilettes ici à gauche. Et ici, ça a été saccagé, tout a été enlevé juste après la libération, qui était le 11 août 1944. Alors nous nous trouvons donc dans le bunker, on l'appelle le numéro 2, c'est le bunker de commandement. Alors ce bunker servait en cas d'attaque aérienne. Donc c'est-à-dire que tout l'état-major qui se trouvait au château de Fleurigny, donc en cas d'attaque, venait se réfugier donc dans ce bunker. Pour que rien ne tombe en cas de souffle, de grenade ou quelque chose, donc il n'y avait rien au plafond. Alors dans cette grande salle se trouvait une table et l'état-major pouvait consulter les cartes notamment.
Donc les trous qu'on voit là, c'était pour passer donc, les câbles, les gaines. Donc, comme dans le bouquin numéro 1, c'était alimenté donc, en eau, en électricité et en chauffage. Ces histoires glanées au fil de ses rencontres avec les anciens, Jean-Pierre les partage lors de visites qu'il propose de février à octobre. Pour W3, le quartier général de Saint-Rimet, 3 à 4 heures de parcours sont proposées, une découverte riche en enseignements. On a vu avec notre guide que certains, malheureusement, enfin, ou heureusement pour nous, n'ont pas eu le temps de servir. Mais c'est impressionnant de se dire que tout ça, ça a été construit dans un but précis. Et c'est à côté de chez nous. Tout ce qui a pu être le travail qui a été fait, toute l'organisation, c'est voilà. C'est vrai qu'on ne peut pas... Sans guide, on ne peut pas savoir. L'immensité de cette architecture ne m'étonne pas plus que ça. C'est simplement le fait que ça existait alors que je ne savais pas qu'il y avait eu un quartier général de construit ici. Les gens de la région, le Montoire et des environs, c'était la honte pour eux, la poignée de main entre Pétain et Hitler. La France rentre dans la collaboration. Donc là, après, quand ils ont vu les blocos, ils ont dit ça fait partie des Allemands, c'est la honte aussi. Donc c'est tombé dans l'oubli, ça a servi de dépotoir, de décharge, et plus personne ne voulait s'en occuper. Et puis moi, en 2009, j'ai dit, faut essayer de sortir ça quand même de l'oubli, parce que c'est une page de notre histoire. Cette ligne, qui était la ligne donc Pont-de-Bray-Blois, a servi à la venue d'Hitler en octobre 40, le 22 octobre quand il a rencontré Laval et le 24 octobre quand il a rencontré Pétain. Donc ça servait également, ce tunnel, à abriter son train en cas d'attaque, ce qui était peu probable à cette époque, parce que la France c'était le naufrage au mois de juin 40, donc ici on pouvait abriter son train, mais il ne se passait rien dans la région, il n'y avait pas d'attaque. Ces portes-là blindées font 5 mètres sur 5 mètres. Ils sont blindés, 5 cm. Hein. Ils ont été amenés, ces portes, en juillet 42, et ils ont été montés en décembre 42, et toutes boulonnées. Et ben, l'objectif, c'est quand le train d'Hitler serait mis à l'abri dedans, on fermait les portes. Ça n'a pas servi. Le Führer, il se déplaçait, mais toujours avec précaution. Ici, vous remarquez que c'est un point haut. Donc sur tous les points hauts, on met un système de défense de la DCA. Donc ça veut dire défense contre l'aviation. Pour défendre ce qu'on a vu les constructions auparavant, les bunkers. Des Flagstenow comme ça, vous en avez 11 sur les 7 communes. Hein. Ils sont dissimulés sur chaque commune, plus des points de DCA un peu partout pour défendre un petit peu la région. Ici, on devait parce que ça ne s'est pas fait, un canon de 88. Donc c'était quand même un gros canon, hein, et qui servait donc à dégommer les bombardiers. Hein. Mais il n'a pas été installé ici parce que comme ce W3 n'a pas été tellement opérationnel, mais c'était envisagé d'en mettre un ici. Cette fois-ci, nous sommes devant le central téléphonique de W3 qui est au lieu-dit les Coutis. Et ce central téléphonique, c'est le plus grand bâtiment de W3, 42 mètres sur 13 mètres de large, c'est quand même énorme. Et bien sûr, c'est le plus important. Un quartier général qui n'a pas de centrale téléphonique, ça sert strictement à rien. Alors, il était relié par des câbles téléphoniques au Mans et à Tours
en début 42 et fin 42. Par contre, il était relié à Orléans début 43. Alors à l'intérieur, c'était les femmes qui tenaient les standards. Et ils avaient entre 30 et 100 connexions. Hein, le 22 à Asnières, par exemple. Et donc, ils pouvaient avoir Berlin, ils pouvaient avoir le mur de l'Atlantique et tout ça en un quart d'heure, tout cassé. Les Américains, ils sont arrivés ici le 11 août 44. Mais le 10, les derniers habitants allemands de ce central sont partis en l'incendiant. Ils ont mis le feu partout à l'intérieur. Il faut que les jeunes sachent ce qui s'est passé quand même à cette époque. D'ailleurs, on est très heureux. Je crois que cette année encore, on va avoir des classes qui vont venir, de jeunes qui vont venir visiter. Donc c'est quand même bien de faire ça, quoi. Pour l'instant, on est encore jeune, mais je sais qu'il y en a un qui va prendre sa retraite dans 4 ans, c'est Jean-Pierre. Donc il m'a dit qu'à 80 ans, il arrêterait les visites, mais bon, je ne crois pas beaucoup. Mais tous les deux, ils sont de la même classe. Donc, mais c'est vrai qu'il y a du souci à se faire quand même, parce que si on ne trouve personne, évidemment, ça se terminera, il n'y aura plus de visites, les gens sauront qu'il y a un truc comme ça, mais ils ne le feront par eux-mêmes, quoi, à la limite. Mais ça serait bien de trouver des gens qui prennent la relève.